au premier rang de ses priorités le développement économique et qui conçoit évidemment pour ce faire les instruments idoines efficaces. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Par contre, ce qui est important aussi, c'est que l'État agit. C'est ça, un État développementiste, c'est un État qui agit avec autorité, crédibilité et légitimité. Alors autorité, ça ne veut pas dire je tape sur les gens, autorité, ça veut dire j'assure la sécurité et je parle d'autorité et j'agis d'autorité, mais tout en proposant, et ça rejoint un petit peu les propos qu'on dit tout à l'heure, un choix de société qui, lui, est démocratiquement délibéré. Le premier rôle, je crois, d'un gouvernement qui aura cette légitimité-là, ça sera effectivement de démocratiquement choisir une société dans laquelle tous les Tunisiens auront envie de vivre. C'est surtout ça le point. Et dès l'instant où il aura cette légitimité et qu'il aura cette approche, il sera crédible et son autorité ne sera pas remise en question. Vous voyez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a de bons ministres, et je le dis de façon extrêmement sincère parce que j'en connais plusieurs personnellement, et des ministres qui n'ont absolument pas la possibilité de faire quoi que ce soit et qui décrédibilisent, non pas de leur fait, mais de fait de la situation, qui décrédibilisent quelque part l'État, et on a une situation qui est un petit peu difficile aujourd'hui. Hein. Alors, au-delà, je crois que le rôle de l'État développementiste, celui... Je propose ça au débat, c'est une idée tout à fait personnelle et qui est partagée évidemment par plusieurs autres économistes, mobiliser la société autour d'un projet régional. C'est-à-dire, c'est pas juste l'État qui va dire voilà, on va faire des régions parce que c'est à la mode, parce que c'est ci ou parce que c'est ça. L'État a un rôle mobilisateur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit convaincant, et il faut qu'il propose ce modèle aux citoyens tunisiens qui, lui, l'acceptera ou ne l'acceptera pas, mais je pense que l'histoire va aller dans cette direction-là. Amine, s'il te plaît. Alors, c'est surtout aussi un État visionnaire, évidemment, qui va s'appuyer sur le développement des régions, mais en renforçant les capacités au bénéfice des populations et du secteur privé, ça c'est évident. Il faut aussi avoir ce rôle-là. C'est pour ça que lorsqu'on parle de 15 ans, ça n'est pas seulement au niveau d'un découpage infrastructurel, c'est aussi en termes d'apprendre de nouvelles attitudes, un nouveau comportement. Et un développement économique, ça ne va pas se faire en 5 minutes non plus. Ce que disait Simed tout à l'heure dans le premier panel, c'est exactement ça. La grosse difficulté, c'est que l'aspiration des gens est immédiate, ou du citoyen est immédiate, et on peut évidemment le comprendre, puisque c'est par le ventre que tout ça va passer quand même. Hein. Si les gens ont faim, ils ne sont pas en état de penser démocratie, de penser développement régional. Et surtout, ce qu'il faut, c'est développer des capacités parce qu'elles n'existent pas. Alors en mettant, deuxièmement, au service des acteurs privés, on peut même dire du citoyen, une administration proche, professionnelle et impartiale. Alors ça, c'est pas que des mots. Hein. On est loin aujourd'hui d'avoir une administration proche, professionnelle et impartiale. Il ne s'agit pas de décentraliser les services de l'État ou les structures d'appui. Encore faut-il leur donner, sous l'autorité évidemment d'une structure régionale, les moyens d'opérer. Alors vous connaissez tous, je ne vais pas rentrer dans les détails, une API régionale ou une structure d'appui n'a pratiquement pas possibilité de faire si d'en haut ne vient pas l'ordre, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement pénalisant si on parle en termes de développement des régions. Il faut offrir aussi une université moderne de proximité qui est adaptée aux besoins du secteur privé. Alors là, il se pose une grosse question en Tunisie. On a parlé beaucoup du chômeur des jeunes issus de l'université. A-t-on besoin d'autant jeunes issus de l'université? A-t-on besoin de 80% de bacheliers dans un pays comme la Tunisie aujourd'hui? Ou ne faudrait-il pas le trouver une autre méthode, et surtout une question fondamentale, et ça ce sont mes observations qui frisent les 10 ans maintenant que je vis et que j'œuvre en Tunisie, est-ce que l'étudiant tunisien d'aujourd'hui est adapté aux besoins de l'entreprise? C'est un vaste problème. Moi, ma réponse, elle est toute faite, puisque je l'ai observée au travers de nombreux pilotes qu'on a initiés au niveau de la GIZ. Je n'en ai absolument plus la conviction, et je l'ai d'ailleurs jamais eu. Hein, ça serait même plutôt l'inverse. Ensuite, ce qu'il faut, c'est conduire... Alors là, c'est pas non plus qu'un mot. Hein, une université moderne de proximité, ça veut dire beaucoup. Et c'est un vaste programme. Et ensuite, il faut conduire une politique d'innovation efficace. Donc, vous avez vu mon titre tout à l'heure. Moi, je m'occupe depuis quelques années d'innovation dans ce pays. Et je peux vous dire que c'est pas encore gagné. Alors, on a une politique d'innovation, évidemment. C'est très cosmétique. On l'a mise en avant pendant quelques années. Mais c'est pas ça. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas une politique d'innovation au sens moderniste du terme.
c'est un semblant de politique d'innovation et moi j'attends beaucoup. Et lorsque vous écoutez les intervenants précédents du premier panel, on a toujours entendu un petit peu en filigrane que l'innovation était un des facteurs importants de ce développement régional et du développement économique en particulier. Hein, donc, il convient de réinventer l'État. Ça, je l'ai mis un petit peu comme ça. C'est une réflexion. Un État garant de la gouvernance, évidemment, qui lutte contre la corruption et l'impunité. Un État régulateur qui régule les mouvements de capitaux et les biens publics. On en a entendu parler ce matin. Un État stratège pour être au service du développement, tout en étant partenaire du secteur privé, ou public même, et non adversaire ou soumis à lui. On a parlé un petit peu de cette collusion qui existait entre le secteur privé et le secteur public par rapport à l'État. Il faut évidemment sortir de ça, et un État stratège donnerait cette garantie-là. Un État solidaire, évidemment. Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'État a effectivement le droit de prélever l'impôt, mais il a surtout le devoir de le redistribuer. Hein ? Alors l'emploi, on en a beaucoup parlé, et on va certainement beaucoup en parler. L'emploi, c'est évidemment un enjeu majeur pour la Tunisie, mais surtout dans les régions. Alors je vous donne là quelques exemples de ce qu'on pourrait faire. Le développement d'un entrepreneuriat innovant. Alors vous entendez, vous lisez beaucoup la presse, et dans la presse, on vous parle que l'État met en œuvre des méthodologies de développement de l'entrepreneuriat. Ce sont des essais. Ce qu'il faut, c'est l'entrepreneuriat, c'est tout un vecteur. Ce vecteur, moi, je l'ai noté comme ça: famille, école, université, recherche, financement. Voilà par quoi il faut travailler, c'est-à-dire faire surtout au niveau du genre, puisqu'on a parlé du genre ce matin un petit peu, les familles doivent être éduquées à ce que être entrepreneur, dans certaines régions, c'est une promotion sociale, c'est gagner de la richesse. Alors, inciter un petit peu les jeunes dans cet état-là. L'école, l'école évidemment, parce que l'entrepreneuriat, ça commence aussi à l'école. L'université, la recherche, ça s'entend. Là, il y a encore beaucoup à faire, mais on peut dire qu'on va dans une bonne direction. Et toutes les méthodologies de financement, etc., etc. Le système bancaire, et je pense que Robert tout à l'heure va parler un petit peu de ça aussi. Donc, il y a tout cet aspect qui va falloir restructurer. Donc le développement d'une industrie locale moderne et des entreprises de services dédiés, avec une belle faute d'orthographe dont je vous prie de m'excuser. Donc ça veut dire des PME pérennes. Il n'y a pas de PME pérennes en Tunisie, en tout cas pas beaucoup. La pérennité de l'entreprise n'a jamais été un problème. On crée sa PME aujourd'hui en Tunisie de la même façon qu'en Europe. On va créer un cabinet de conseil ou qu'on va créer un cabinet comptable, c'est-à-dire que le cabinet va pratiquement mourir avec le chef d'entreprise. Cette pérennité des entreprises, ça fait quelques années au niveau de la GIZ qu'on le prêche. On dit attention, vous allez avoir un problème de chômage encore plus massif si vous comptez et si vous prenez la moyenne un petit peu du chef d'entreprise en Tunisie. Alors étrangement, monsieur le ministre, certains de vos prédécesseurs à qui j'avais demandé expressément un indicateur concernant l'âge du chef d'entreprise en Tunisie n'ont jamais voulu me le donner, et pour cause, parce qu'ils savaient très bien que cette théorie de pérennité, qui n'est pas une théorie mais qui est une réalité, pourrait entraîner le pays, en tout cas de visu, dans une situation où il est d'ailleurs aujourd'hui encore menacé par ça. Donc il faut que l'État, à ce niveau-là, prenne les mesures qui s'imposent, et ça, c'est pas un problème de région, pour le coup. Des entreprises positionnées sur les marchés, on en a parlé, donc je ne vais pas débattre, et qui sont surtout porteuses d'une stratégie. Il y a très peu de PME en Tunisie qui ont une stratégie d'entreprise. Et quand vous posez la question à un chef d'entreprise, quelle est votre stratégie, comment est-ce que vous voyez votre entreprise dans 10 ans, il est très 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 rare que d'abord ils sachent ce que c'est qu'une stratégie d'entreprise, et qu'en plus de ça, ils vous la disent, et qu'ils disent, voilà, moi je veux être le numéro 3 sur le Maghreb, dans mon domaine d'activité, etc. Ça n'existe pas, et c'est important. J'ai oublié le marketing. Le marketing, c'est une grosse maladie nationale, il va falloir en faire quelque chose, mais ça fait partie aussi de tous ces aspects-là qui vont être générateurs à terme d'emploi. La mise en œuvre d'une politique d'innovation holistique. Dans un ensemble, je vous ai mis pour la réflexion quelques mots comme la stratégie d'innovation régionale qui utiliserait stratégiquement les ressources, les outils qui sont adaptés, la gouvernance et le pilotage, les réseaux du savoir, des clusters régionaux, l'approche sectorielle. Vous avez entendu parler de tout ça déjà. C'est amené au débat. Ce sont des réflexions que l'État, les régions doivent se poser pour effectivement que ce développement économique ait le plus de chances d'opérer.
Et ensuite, alors la question que j'ai soulevée tout à l'heure avec les bacheliers, il faudrait revaloriser à tout prix les métiers dits manuels. Alors quand on vient en Tunisie et qu'on vit en Tunisie, on a des problèmes énormes pour trouver un plombier, un menuisier, etc. On a tous vécu les mêmes problèmes. Il faut à tout prix inciter et revaloriser ces métiers-là. Il est clair qu'aujourd'hui, prendre la voie d'un métier manuel, c'est un échec pour une famille en ce qui concerne son enfant. Il faut à tout prix faire des efforts. Il n'y a pas forcément que des bons universitaires, il faut aussi qu'il y ait des bons artisans, etc. Donc ça passe par une information du public, c'est-à-dire si ton fils veut faire menuisier, c'est pas un crétin, il a la même valeur et produira peut-être même plus de richesse que ton autre fils qui, lui, fait des études de droit, d'économie et tout ce que tu veux. Hein, voilà un petit peu une réflexion qu'il faut à tout prix avoir et qui a une importance énorme dans les régions si l'on regarde un petit peu la situation actuelle en Tunisie. Alors, c'est de l'information, c'est de l'apprentissage, de la formation professionnelle, c'est surtout de la part de l'État à des régions de l'encadrement. Alors, moi, je vous donne là juste une piste qui a été évoquée ce matin déjà plusieurs fois. Est-ce que c'est une réflexion que je me suis faite en fait les jours derniers et à laquelle je crois et à laquelle la GIZ évidemment œuvre beaucoup aussi, cette piste du développement régional qui pourrait passer par l'économie verte. Alors pour moi, l'économie verte, si on réfléchit un petit peu dans son ensemble et de façon très schématique, parce qu'on n'a pas le temps, c'est une porte d'entrée vers le développement durable, ça c'est une évidence, mais c'est surtout une porte de sortie immédiate si dans sa vision et ses incitations, l'État qui serait mal développementiste, au sens où je viens de le définir, si l'État était mal inspiré, s'en tiendrait au seul marketing du petit monde vert, hein, c'est-à-dire de dire, ben, vous voyez, je fais de l'écologie, je fais de l'économie verte, etc. On a beaucoup vendu des concepts et des idées juste pour avoir bonne conscience, c'est pas comme ça que ça va marcher, qui occulterait les risques d'une décroissance intangible. Il est clair que si on touche au développement durable, ça implique quelque part une décroissance qu'on peut évidemment compenser quand on prend son système dans son ensemble, auquel cas cette décroissance-là serait synonyme évidemment de chômage et de grogne sociale, que l'État prêcherait à l'inverse la croissance infinie, ce qui est la même ineptie, c'est-à-dire que ça serait synonyme à terme, mais on en est un peu déjà ici, de chômage, de baisse de revenus, de crise sociale, etc. Si l'État engageait son pays aujourd'hui dans une révolution d'hier, ça c'est un petit coup de pied un petit peu que j'ai envie de donner, par exemple celle d'éthique. Alors l'éthique c'est extrêmement important, mais ça n'est pas la stratégie d'aujourd'hui, c'est déjà passé. Et il faut qu'un État, s'il pense en termes de développement, soit bien au-delà et qu'il incite plutôt à une révolution technologique de demain, qui est, par exemple, celle des énergies renouvelables. Et je crois que là, il y a énormément de potentiel lorsqu'on est en train de construire une économie, surtout au plan régional. Il y a énormément de potentiel pour la Tunisie et elle pourrait, à ce moment-là, non pas être toujours à courir derrière une stratégie, toujours à courir derrière des partenaires, mais serait le partenaire obligé sans lequel les Européens ne pourraient même plus fonctionner. Et enfin, que si l'État oubliait que l'innovation, l'optimisation de l'existant et les investissements recherche et développement ne seraient pas créateurs de richesses et d'emplois, ça serait une catastrophe. Et c'est une réflexion que l'État aujourd'hui doit se faire. Sur ça, je vous remercie. Je pense que j'ai dépassé un tout petit peu, mais c'était prévu, du moins de mon côté. Merci. Merci Philippe pour ce cocktail d'idées. Derrière ça, moi j'aimerais bien en fait solliciter la réaction de Monsieur le Ministre sur ces idées-là. Et je dirais derrière ça, c'est vrai qu'il y a un besoin de développer une vision, d'avoir une stratégie, mais la question qui en découle, quelles sont les priorités de l'État sur ce genre de problématiques et qu'est-ce qu'on peut faire, un peu sur le parallèle de la question en fait qui a été posée tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite et comment on peut programmer des actions qui permettent de répondre à ces problématiques. Question difficile, hein? Non, mais cet exposé intéressant pose un problème, enfin, il repose un problème important, c'est la nature de notre croissance. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis, vous le savez sûrement, on dit toujours que la Tunisie fait 5% de croissance et chaque point de croissance, il crée 16 000 emplois. Donc on crée 5 fois 16, ça fait 80 000 emplois par an.
Et voilà. Et chaque année, on reproduit le même modèle. Et d'ailleurs, celui qui fait sortir ce chiffre, 1% de croissance, crée 16 000 emplois, les gens regardent. Il est très fort. Comment il a trouvé ça? Or, la Tunisie a aujourd'hui 70 000 à 80 000 diplômés de l'enseignement supérieur. Sur les 16 000 emplois créés pour le point de croissance, c'est seulement moins que le quart, c'est des diplômés de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que l'économie tunisienne crée 80 000 emplois par an, dont 25 000 pour les diplômés de l'enseignement supérieur. 25 000. Dans la moitié, c'est l'administration. Donc l'administration crée 13 000. Le secteur privé, il crée 12 000. Le secteur privé, tout le secteur privé tunisien, avec toutes les entreprises tunisiennes, les grandes, les moins grandes, les PME, ça crée 12 000 emplois par an. L'université déverse aujourd'hui 75 000 diplômés. Voilà l'équation, elle est très simple. Donc si on va continuer comme avant, on ne résoudra aucun problème. Il faut vraiment rompre avec ce schéma. Et pour rompre avec ce schéma, il faudrait, et ça a été dit, on a raté le secteur des technologies de l'information. Bon, il y a eu des entreprises qui ont été créées, mais il y a 20 ans, et on avait une chance terrible, c'est que la Tunisie soit une véritable économie. Dans les discours, on n'entendait que économie du savoir, vous vous rappelez? Mais on n'a rien fait dans la réalité. On n'a strictement rien fait pour que la Tunisie soit une plateforme pour le secteur des technologies de l'information. Et c'est normal qu'on n'a rien fait, parce que le secteur des technologies de l'information et de la communication, c'est un secteur qui ne peut se développer que dans la démocratie. On ne peut pas avoir un régime autocratique et développer le secteur des technologies de l'information. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut un régime démocratique transparent pour que ce secteur puisse se développer. Le secteur des services ne peut se développer que dans le cadre d'une économie ouverte, démocratique. Et donc c'est tout à fait normal. Le secteur des biotechnologies, avec le secteur de la santé, et le secteur des énergies renouvelables. Monsieur a dit du secteur des énergies renouvelables, mais là on est en retard, parce que le Maroc a pris quelques années d'avance par rapport à nous sur le secteur des énergies renouvelables. Moi je pense que ce sont des 3 secteurs qui vont être de nature à résoudre le problème de l'inadéquation entre la qualité de l'offre de l'emploi et la demande d'emploi. Ça, c'est primordial. Et je dis la chose suivante, c'est que c'est la chance. Ces 3 secteurs peuvent réduire le déséquilibre régional. Pourquoi? Parce que ce sont des secteurs qui peuvent être développés à l'intérieur du pays. On n'a pas besoin. Aujourd'hui, en Tunisie, on a 3 pôles de développement. Il y a Tunis, Bizerte, Nabeul, il y a Sousse, Monastir, Madia, il y a Sfax et Gabès, 3 pôles sur la côte. Et si on continue comme avant, si on ne fait rien, 90% de la population tunisienne habitera sur la côte en 2050. Si on fait des projections, on arrive à ça. C'est-à-dire qu'il y a des villes entières en Tunisie qui vont disparaître. Si vous prenez le taux de croissance de la population par gouvernorat en Tunisie, le taux de croissance de la population en Tunisie, c'est 1,2, je crois, %. Mais si vous voyez les écarts, des écarts, parce que 1,2, on dit c'est très bien, la Tunisie, taux de croissance de la population, c'est 1,2. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a des gouvernorats dont le taux de croissance de la population est supérieur à 2,4. Et il y a des gouvernorats où le taux de croissance de la population est négatif, moins 0,5. Donc si on projette les projections, si on fait des projections démographiques, ça veut dire et donc il faut absolument créer des pôles de développement à l'intérieur du pays pour pouvoir équilibrer le territoire, rééquilibrer le territoire. Et ces pôles de développement doivent être créés à l'intérieur du pays pour rééquilibrer. C'est ça la chance des régions intérieures, c'est ce que je dis. Pire que ça, c'est que les pôles qui sont sur la côte sont des pôles constitués par des industries qui sont sur des gens qui sont dans les régions intérieures, parce que eux, ils veulent qu'on s'endette pour développer leur région. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, nous allons enchaîner sur le 3e et dernier volet de la table ronde, donc avec l'intervention de Robert Feij, qui va nous apporter un point de vue d'un financier, mais d'un financier européen, qui a vécu l'expérience de l'intégration européenne et donc du processus de convergence entre différentes régions avec différentes économies et attentes. Je donne tout de suite la parole à Robert. Merci Amine. Juste pendant qu'Amine met en route ma petite présentation, je dirais que cette présentation est peut-être très légèrement différente des autres dans la mesure où on m'a demandé d'être relativement concrète. Donc c'est ce que je vais essayer de faire.
D'ailleurs, juste avant de le commencer, j'aimerais bien rappeler 3 ou 4 points que Monsieur le ministre avait dit dans son discours d'introduction, parce que je crois, en tout cas j'espère, vous trouverez des liens intéressants. Donc il a parlé du besoin de mettre un niveau dirigeant au niveau des infrastructures, de relier les régions entre eux et aussi de relier les régions avec l'économie mondiale. Et aussi, il a souligné le problème de qualité de vie. Et je crois que tous ces points sont très, très importants. Alors, je commence avec une image. Je ne sais pas si dans la salle, par hasard, quelqu'un connaît... Ah, très bien, Monsieur le Ministre, merci, merci. Voilà. Très bien. Très bien. OK. Alors, vous avez effectivement le pont du Duchesse Grand Charlotte à Luxembourg qui relie, sur la gauche, vous avez la ville de Luxembourg, sur la droite, vous avez ce qu'on appelle le Kirchberg, qui est aussi appelé la carte européenne. Alors, ce pont, il est symbolique du rattachement du Luxembourg, donc petit pays que, il y a seulement 50 ans, n'était pas aussi riche que ça. Hein, c'était même historiquement un pays plutôt pauvre, avec l'Union européenne. Parce que s'il n'y avait pas ce pont, au lieu d'aller travailler en 30 secondes dans la quartier européenne, il fallait mettre des bottes de marche et prendre des cordes et passer peut-être 2 heures pour descendre, traverser la vallée et remonter de l'autre côté. Donc c'est un symbolique d'un rattachement d'un pays européen à l'Union européenne. Mais si nous passons à la prochaine slide, parce que si un jour vous allez à Luxembourg et vous allez du côté ville de ce pont, vous trouverez un petit mémorial à Robert Schuman, qui est un des fondateurs de l'Union européenne. Et Schuman, dans son déclaration du 9 mai 1950, et c'est pour ça d'ailleurs que nous fêtons ensemble l'Union européenne le 9 mai, hein, c'est le jour de l'Europe à cause de cette déclaration. Schuman a dit la chose suivante: l'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans la construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Et je pense que cette remarque-là, réalisation concrète, créant d'abord une solidarité de fait, on est pleinement dans le développement régional là. Et d'ailleurs,